Merci d'être avec nous dans quelques instants. Nous parlerons de ce livre déjà très remarqué, Le choc ou la chute, en parlant de la France, de la situation sécuritaire. Alors, malgré la couverture, il y a des pistes d'espoir. Je voudrais le souligner, on va en parler. Merci d'être avec nous, Thibault de Montbrial, avocat, président du Centre de réflexion pour la sécurité intérieure. On va également vous faire réagir à ce qui a été dit par le ministre de l'Intérieur et parler de cet ouvrage avec véritablement des arguments, des chiffres, des statistiques qui rejoignent aussi une réalité de terrain que vous connaissez parfaitement puisque vous sillonnez la France. On en parle juste après votre rappel des titres, cher Somaya. Et on commence par ces images du saccage de la grotte de Libaud, une grotte connue pour être un lieu de prière chrétien situé dans la commune de Lessard-en-Bresse, en Saône-et-Loire. Des dégradations qui auraient été commises ce week-end et découvertes hier matin. Une plainte a été déposée en gendarmerie par le maire du village. Une bombe météorologique va frapper l'Hexagone demain. La tempête Benjamin concernera toute la France, l'ensemble de la Belgique et une grande partie de la Suisse. Les vents pourraient être plus forts que ceux qui étaient envisagés par Météo France. On attend jusqu'à 130 à 150 km/h sur la façade atlantique. Et puis l'armée israélienne annonce avoir identifié 2 corps d'otages récupérés à Gaza comme étant ceux de Tamir Hadar et Aryeh Zalmanovitch, ce que vous découvrez à l'écran. Tamir, 38 ans, est mort lors des attaques du 7 octobre et Aryeh, 85 ans, était agriculteur de profession et un des fondateurs du kibboutz Niroz. Merci Somaya. Nous sommes donc avec Thibault de Montbrial, Philippe Bilger, Paul Amar, avec Sabrina Medjeber, Thomas Bonnet, Philippe David. On va évidemment évoquer votre livre, les conséquences de votre constat, les révélateurs également que vous pointez qui sont très très intéressants. Tout d'abord, Thibault de Montbrial, le ministre de l'Intérieur était notre invité ce matin, Laurent Nunez, nouveau ministre, ancien préfet de police de Paris. Il est revenu sur l'estimation des clandestins en France. Nous parlerons ensuite du fait qu'il ait esquivé la question sur le lien entre immigration et délinquance. Mais tout d'abord, peut-être sur ce chiffre, le fait de quantifier ce nombre de clandestins. Il y a quelques jours, il avait parlé d'une fourchette de 200 à 300 000 clandestins, personnes en situation irrégulière. Et ce matin, la fourchette était tout autre. Écoutons-le. Il y a plusieurs sources. D'ailleurs, mes prédécesseurs ont donné des chiffres qui n'étaient pas les mêmes. Vous l'avez noté également. M. Darmanin a parlé en 2021 de 700 000 clandestins. C'est exactement ça. Et puis une autre fois, il a donné une fourchette entre 600 et 900 000. Mon prédécesseur avait parlé d'un demi-million, 500 000. On est loin des 200 000. Si on travaille de manière sérieuse, et nous l'avons fait, moi je connais évidemment le chiffre, je le connais. Alors donnez-le ce matin. Si on travaille sur l'aide médicale d'État, et qu'on extrapole, le nombre, l'estimation d'étrangers en situation irrégulière dans notre pays, elle est de 700 000. Thibault de Montbrial, est-ce que cette fourchette, cette estimation, je voudrais simplement dire à nos téléspectateurs, c'est important parce que quand on veut lutter contre l'immigration, en particulier illégale, il vaut mieux avoir le bon diagnostic et environ la bonne estimation des personnes concernées. Mais dès qu'on fait une politique publique, ou même dans n'importe quelle entreprise de la vie, il vaut mieux d'abord faire un diagnostic lucide pour préparer un plan d'action qui a la moindre chance d'avoir une efficacité. Moi, ce que je trouve sidérant, c'est que Laurent Nunez, que je le dis, c'est pas un secret, je l'aime beaucoup, je suis son avocat, je le dis pour que ce soit clair. Et c'est sans doute une des personnes en France qui connaît le mieux les questions de sécurité, puisque depuis 10 ans, il a occupé tous les postes qui permettent d'avoir une vision globale. Ce que je trouve sidérant, c'est que de ce fait, alors que c'est l'un des hommes les mieux informés de France, il soit hésitant et gêné pour répondre à la question, puisque entre l'interview qu'il a faite hier sur une autre chaîne et celle qu'il vous a accordée ce matin, la réponse n'est pas la même, mais la gêne demeure. C'est pas lui personnellement. Ce que je reproche au système, c'est de ne toujours pas être capable de nommer la situation du pays. En Seine-Saint-Denis, au moment du premier confinement, on a vu, du fait de l'arrêt de l'activité économique, sortir les gens qui travaillaient au noir parce qu'ils étaient en situation irrégulière le plus souvent, pour aller au Resto du Cœur, aux soupes populaires, etc. Et on a vu, au premier trimestre 2020, plusieurs centaines de milliers de personnes tout à coup sortir et aller sur les soupes populaires, en Seine-Saint-Denis. Donc le chiffre qu'il a donné hier de 200 à 300 000, c'est sans doute une estimation. Il faut être prudent, par définition on n'a pas de preuves, mais qui concerne la seule Seine-Saint-Denis. Donc aujourd'hui, moi j'ai pas l'impression que ça ait baissé depuis 5 ans, de mes observations sur le terrain, et je me balade beaucoup, je fais beaucoup de réunions publiques, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc c'est plutôt un phénomène qui est en augmentation.
Et les chiffres qui sont donnés en privé sont plus élevés que les chiffres donnés en public par les différents ministres de l'Intérieur. Moi, je pense, mon intuition, c'est qu'on est au-delà du million. Maintenant, je n'en ai pas la preuve, mais en tout cas, en grande masse, on est en ordre de grandeur autour du million et certainement pas autour de 2 à 300 000 ou même de 500 000. Vous parlez de la nécessité de poser un diagnostic ou en tous les cas d'appréhender une situation. À la question, est-ce qu'il y a une submersion migratoire? Et je rappelle que l'expression a été utilisée par un ancien Premier ministre, François Bayrou. Là encore, la réponse du ministre de l'Intérieur, qui n'est plus préfet de police. Donc là, il est dans un rôle éminemment politique et la question l'est forcément. Écoutons-le. Souvent, moi je suis très transparent sur les chiffres, je ne les ai jamais cachés dans l'ensemble des postes que j'ai occupés. Il y a effectivement un pourcentage d'étrangers qui peuvent être mis en cause dans la délinquance. J'avais donné d'ailleurs sur votre antenne, je crois, quand j'étais préfet de police, le chiffre dans l'agglomération parisienne. C'était mis en cause dans l'agglomération parisienne. 36%, à un moment où on disait que c'était 50%. Voilà. Donc le lien est établi pour vous. Je suis ministre de l'Intérieur, je suis le patron des forces de sécurité intérieure et je lutte contre des délinquants. Moi, je n'établis pas de lien, je lutte contre des délinquants d'une manière générale. Vous savez, hier, j'ai été interrogé par un parlementaire à la commission des lois qui me demandait ce lien. Moi, je veux bien donner des chiffres, il n'y a aucune difficulté là-dessus, mais faire ce lien systématiquement, je ne le fais pas. Alors là, il s'agissait du lien entre immigration et ça me rappelle une anecdote que m'a raconté le conseiller d'un Premier ministre il y a quelques années. Il visitait une maison d'arrêt et dans une des galeries de la maison d'arrêt, il y avait le nom des détenus et il y avait 13 noms sur 14 qui étaient originaires d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Et l'un des conseillers du Premier ministre lui dit vous avez vu, Monsieur le Premier ministre? Alors, le Premier ministre dit au directeur de la prison, il dit mais il y a quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui sont d'origine étrangère, extra-européenne dans cette prison. Et le directeur de la maison d'arrêt lui a dit je vous laisse responsable de vos constats. Donc voilà, c'est très intéressant sur l'administration. Mais c'est pour ça là encore, les chiffres, Sonia Mabrouk, lien entre immigration et délinquance. Il y a un chiffre qui tue le débat. C'est qu'il y a 10% d'étrangers en France et il y a 26% d'étrangers en prison. Et personne n'a mis un signe d'égalité. La question, c'est y a-t-il un lien? Et dans ce cas-là, comment on lutte contre cela? Et là encore, exactement, c'est pas une question de dénigrer ou d'être discriminant. C'est la question qui est une question de base dans un État souverain, qui consiste à être capable de faire l'état des lieux afin de mener ensuite la meilleure politique. La politique migratoire, c'est une politique de souveraineté. Et je pense que le grand tort de toute la classe politique, quelle qu'elle soit, c'est de le traiter à l'émotion. Il ne faut pas le traiter à l'émotion. Moi, je vous le dis, je ne sais pas si l'immigration, c'est une chance ou pas pour la France. Ce que je constate, je pose des questions. La question, c'est en termes de coût social, en termes de gains culturels et en termes de sécurité, est-ce qu'aujourd'hui le bilan est positif ou négatif? Sur ces trois terrains, et je donne tout un tas d'éléments dans mon livre, la réponse est négative. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut changer de politique migratoire. Les réactions politiques. Mais c'est pas une question de passion. J'entends bien. Même si c'est un débat enflammé, forcément passionné, passionnel. Les réactions politiques, elles n'ont pas manqué, notamment du côté de Jordan Bardella ou encore d'Éric Ciotti, vous allez le voir, et d'autres. Ce matin, Laurent Nunez craint d'utiliser les mots assimilation et submersion migratoire, refuse d'établir le lien pourtant évident et documenté entre immigration incontrôlée et insécurité, capitule face au régime algérien. Quelle différence si un socialiste avait été nommé Place Beauvau? Paul Amar, alors on ne va pas faire l'exégèse de l'interview, mais c'est quand même le nouveau ministre de l'Intérieur. Nous sommes face à des défis immenses. Vous venez de dire qu'en réalité, rien n'allait changer d'ici à 2027, et je crois que nous avons la confirmation. Mais oui, j'ai écouté l'interview. Vous l'avez dit, Thierry, c'est un homme remarquable, effectivement. Thibault, pardon. J'ai connu aussi très bien Thierry. Qui est le père, je sais, qui est un formidable analyste sur la situation géopolitique. Mais souvent, le père et le fils se confondent. C'est un hommage. Je l'avais fait comme ça. Et au père. Je l'ai écouté, il était extrêmement gêné parce qu'il est contraint. Et ne croyez pas que je sois obsédé par l'exécutif, mais je reviens à ce qui est essentiel. C'est le fondement même de la Ve République. L'exécutif, il est contraint. Qui a augmenté le nombre d'arrivées d'étrangers en France? Emmanuel Macron. Qui a augmenté le nombre de visas accordés aux Algériens? Emmanuel Macron. Il les contraint, comme Bruno Retailleau était contraint. Et pour répondre à votre remarque de tout à l'heure, il y a une immigration qui réussit à la France, qui est une chance pour la France. Mais il y a aussi une immigration qui est un cauchemar pour la France. Et je suis, moi, extrêmement perplexe. La question algérienne est un exemple
spectaculaire. Je voudrais pas trop prendre la parole parce que... Non, c'est important ce que vous dites, parce que sur l'Algérie, par exemple, évidemment, nous avons rappelé que nous avons nos compatriotes Boualem Sansal et Christophe Glaise, notre confrère, qui est emprisonné. Le ministre de l'Intérieur a dit il y a quelques jours qu'il fallait un bouger. Je déteste cette expression, je la mets entre guillemets, mais c'est ainsi. Et donc, aller vers un apaisement. Ce matin, me semble-t-il, un peu bougé, si je puis dire. Il a fait un bouger dans le bouger. Il a fait un bouger dans le bouger, et il dit que... eh bien, il faudrait maintenir la ligne de Bruno Retailleau, si j'ai bien compris. Hein. Mais qui n'est pas la ligne d'Emmanuel Macron. Non, qui n'est pas la ligne du Quai d'Orsay. Il a demandé d'Orsay. à l'ambassadeur de France en Algérie d'être présent lors d'une commémoration d'un scandale absolu, c'est le massacre de Charonne. Mais il pourrait aussi demander une commémoration en France sur le massacre de 1954. C'était le 17 sur les pogroms qui avaient lieu régulièrement en Algérie. 17 octobre 61, pas Charonne. Oui. C'était le 17 octobre 61, c'était pas le métro Charonne, c'était les Algériens noyés dans la Seine. Oui, et c'était pas le métro Charonne. Ça relève de la même logique et de la même horreur. Et voilà, tout simplement. Et du même scandale. Mais pourquoi ne pas équilibrer les commémorations? Mais pourquoi? Mais surtout, honnêtement, il y a une seule réponse. Où il y a une peur. Surtout, le point de départ du raisonnement, c'est moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas d'accord. C'est pas vous. Je ne suis pas d'accord avec la logique que vous rappelez. C'est pas vous personnellement. La logique que vous rappelez, qui consiste à dire il y a une cohérence institutionnelle nécessaire entre le président de la République, le ministre de l'Intérieur, etc. Mais pas forcément. Et en tout cas, ça n'empêche pas de dire le réel. Après, on peut tergiverser et amoindrir sur les conséquences et les imputations. Oui, mais sur une ligne à tenir face à un pays comme l'Algérie, il vaut mieux parler d'une même voix. Mais est-ce qu'on ne... C'est le régime, hein, c'est pas la population. Non, mais vous l'avez d'ailleurs rappelé ce matin et vous avez raison, c'est le régime. Mais c'est une déconsidération générale parce que les gens savent, les gens qui suivent les émissions des politiques connaissent un minimum la situation, ils se renseignent par ailleurs, et quand ils ont des gens qui viennent dire l'inverse de ce qu'est le réel, alors que ce sont des gens intelligents et informés, forcément, ça ne peut être que pour protéger... C'est le cœur du livre, hein. C'est le fameux mur du déni. Ça, on va en parler, c'est incroyable, hein, ce mur, et vous essayez de le briser. Mais expliquez-moi, vous connaissez, enfin, on suit ce dossier depuis des semaines et des mois. Nous avons quand même 2 compatriotes qui sont détenus. Il y a des leviers. Il y a 2 députés. Aujourd'hui, l'un des députés ministres, dont Charles Rodwell. Vraiment, on l'a reçu ici. Le rapport est détaillé. Il est même dépassionné. Il dit voilà le coût de l'exception migratoire algérienne. Voilà les leviers que nous avons. Par exemple, sur beaucoup de binationaux, vous en avez parlé ici même, Sabrina, eh bien, on compense en fait la retraite que l'Algérie ne verse pas pour certains citoyens. Est-ce qu'on peut encore accepter une telle situation? Est-ce qu'on peut encore préserver les intérêts familiaux, patrimoniaux des dignitaires algériens ici, quand nous avons 2 compatriotes en prison? Oui, ce serait une mesure compensatoire vis-à-vis de la nomenclatura algérienne. Mais l'exemple que vous citiez concernant l'ASPA, donc l'allocation de solidarité aux personnes âgées, est un exemple illustratif de la dynamique collective qui concerne la diaspora algérienne en France. C'est ça qu'il faut examiner avec les chiffres qu'a donné ou qu'ont donné Charles Rodwell et Mathieu Lefebvre. Voilà, donc il y a quand même des chiffres, qui sont, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, très inquiétants. Il y a 5149 clandestins dans l'ECRA. C'est la nationalité la plus représentée à 31,4% dans l'ECRA. C'est la nationalité la plus représentée dans les prisons françaises. Il y a plus de 177% de taux d'incarcération en l'espace de 10 ans concernant la diaspora algérienne. Je ne parle que de l'aspect sécuritaire, je ne parle même pas de l'aspect culturel et des 49% des occupants dans les logements sociaux. Et je pourrais continuer, la liste est très longue. Donc il y a un problème de sécurité avec un certain nombre d'Algériens en France, et c'est déjà sur la base de ces chiffres-là que vous avez raison que Charles Rodwell a essayé de dépassionner ce fameux accord de 1968 pour expliquer que la situation sécuritaire n'est plus tenable. Vous pourriez nous résumer la relation que nous avons, la ligne, selon vous? Je vais vous résumer... Un mot? Oui, je redoute la réponse. Je vais vous résumer ma propre pensée, ma chère Sonia, c'est déjà beaucoup. D'abord, être ministre, par définition, c'est être frileux. Ça, c'est très clair. Mais non, je ne suis pas d'accord. Si, si. Pour en avoir interrogé, si, non. En gros, vous pourrez me trouver une exception, mais être ministre, c'est euphémisé. Pendant des années, de Jean-Pierre Chevènement à Charles Pasqua à Bruno Retailleau, mais ils n'ont pas été extraordinaires de courage
ma chère Sonia. Mais qui l'a été alors à vos yeux? Gabriel Attal. Vous pouvez me... Mais même Balladur, quand il y a eu le détournement de l'avion. Non, mais... Nicolas Sarkozy. Absolument. Nicolas Sarkozy. Après cette réflexion qui paraît ne pas susciter bizarrement le consensus, ma deuxième réflexion, c'est, contrairement à ce que disait Paul, mais je le dis avec beaucoup de modestie, et je vous rejoins, Sonia, pourquoi est-on enquisté dans un défaitisme qui nous interdit de donner un véritable projet en alternative? C'est qu'en réalité, nous répondons aux attaques au lieu de prendre les devants et d'être offensifs. Il y a un mot, la peur. La peur. Mais alors, vous me rejoignez. Pas du tout. Ah si. Ah non. Là, je parle de la peur du président de la République. Nommément certains ministres, je ne peux pas dire chacun. Vous pouvez me dire, Sonia, comment, à partir d'un constat sur lequel on est tous d'accord, l'action ne suit jamais? Mais parce qu'il faut ensuite avoir le courage de mettre en œuvre et d'assumer les secousses initiales de la mise en œuvre. Quand vous avez été lâche et faible pendant 40 ans, les gens en face de vous, ils ont intégré votre lâcheté. Et ils ont raison de l'intégrer. Le jour, et c'est pareil sur la sécurité, ce que je dis dans le livre, on en parlera tout à l'heure, sur l'usage de la force légitime par la police. Tout le monde a intégré que la police se retenait. Mais le jour où, et c'est pareil avec l'Algérie, le parallèle, c'est que le jour où tout à coup, il y aura une politique courageuse où on assumera un rapport de force en étant le maillon fort du rapport de force. En face, au début, ce sera mal ressenti et les gens seront tellement surpris qu'ils vont commencer par essayer de se débattre, donc par monter à l'escalade. Et c'est là qu'il faut être du courage et de la fermeté. Mais une fois qu'on tient dans le rapport de force, le problème se règle. Une fois que en face les gens ont compris que vous n'étiez plus la serpillière de qui que ce soit, mais que vous assumiez, y compris des mesures qui peuvent avoir une certaine radicalité pendant un certain temps. Mais on remet les compteurs à zéro. Sur l'Algérie, ça fait longtemps que je suis même déjà venu le dire à votre micro, chère Sonia. Sur l'Algérie, le grand problème, c'est que l'Algérie est le seul pays avec lequel l'ensemble de nos accords est dérogatoire en faveur de l'Algérie sur la question migratoire et sur ses conséquences, notamment sociales. À partir du moment où nous remettrons les compteurs à zéro, nous aurons des relations d'adulte à adulte avec ce pays. Nous quitterons, et le moment, me semble-t-il, est largement venu, les passions de nos grands-parents et arrière-grands-parents pour regarder ensemble vers l'avenir. Mais il va y avoir 6 mois où ça va frotter. Il faut assumer ces 6 mois. Mais ce ne sera pas donc avant mai-juin 2027, puisqu'avec avec Emmanuel Macron à l'Élysée, ça ne bougera pas. Et encore, attendez de voir chacun l'épreuve des faits, parce qu'entre déclamer et faire les choses... Regardez les consulats, regardez la grande mosquée de Paris, tout ça, mais c'est aberrant ce qui se passe. Et on rappelle à chaque fois, et vraiment ce n'est pas pavlovien, ce n'est pas vraiment la population algérienne. Nous avons ici parlé des visas étudiants algériens, la question n'est pas... Quand certains ont dit, mais pourquoi il y a une augmentation de ces visas, Thomas, de notre part, il n'était pas question de dire, de punir des visas, mais quel est le symbole, le signe qui est envoyé au moment où il faudrait montrer un peu les muscles, en tout cas engager un bras de fer. C'était un pied de nez du consulat en question en Algérie qui a voulu marquer sa différence de la ligne annoncée par Bruno Retailleau. Sur l'interview de Laurent Nunez, ce que je trouve vraiment marquant, c'est que c'est un profil technique, on a vu toutes les limites d'un profil technique au gouvernement. Alors même qu'on aurait pu imaginer, parce que Laurent Nunez était un très bon préfet, et comme vous l'avez dit, c'est l'un des mieux informés de France, il aurait pu justement être de ceux qui veulent dépassionner le débat, parce que c'est là la clé, et je pense que là vous avez parfaitement raison. Il y a un exemple autour de nous, c'est Giorgia Meloni. Giorgia Meloni en Italie a fait de l'immigration un sujet politique et technique comme un autre, en sortant totalement des logiques inflammables de ce sujet et en ayant des résultats concrets et en ajustant également sa politique avec la réalité. Voilà une source d'inspiration. Et en nouant des accords avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, pendant que nous n'avons pas ces mêmes relations. Non, moi je pense que... Alors vous parliez de l'aspect sécuritaire, Maître. Moi je me souviens qu'après les émeutes, le gouvernement algérien avait publié un communiqué de presse pour encourager la France à protéger ses ressortissants. Donc l'algérianisme, c'est malheureusement, je suis désolée, une donnée qui a traversé les gouvernements. Attendez, pardonnez-moi, cher. Depuis la fin, mais l'algérianisme, la guerre d'indépendance. J'admire un pays qui se défend. Oui. Moi, j'ai du respect pour l'Algérie qui se défend, ou la Tunisie quand elle se défend, même par rapport à l'immigration aujourd'hui qu'elle subit, parce que c'est une question de souveraineté. Mais la question, c'est le francisme, si je puis dire. Mais tout à fait. Voilà. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que beaucoup d'Algériens ou de franco-algériens de binationaux se disent pourquoi
notre pays de naissance, c'est l'Algérie, c'est la France. Face à notre autre pays, peut-être de naissance de nos parents, n'est pas à la hauteur. Moi, j'essaye de comprendre la perception des politiques et la tétanie qu'ils ont si jamais ils avançaient d'un petit pion, justement, le rapport de force dont vous parlez. C'est déjà remarquer la pause, on parlait du livre. On a un exemple. Postulat essentialiste qui consiste à croire que tous les Algériens se rangeraient derrière le régime de Tebboune. Or, c'est faux. Je veux dire, la composante ou les composantes de la diaspora algérienne ne soutiennent pas le régime de Tebboune. On a eu une des raisons de la tétanie, c'est janvier dernier, quand l'Algérie a déclenché les influenceurs et qu'il y a eu une vague de haine et, on l'a beaucoup moins dit, d'attaque au couteau sur le territoire français, croyez-moi, ça a tétanisé tout le monde dans l'appareil d'État et on en parle beaucoup en coulisses. Absolument. On va marquer une pause. Vous évoquez tout cela dans votre livre et c'est très important et on voit le fossé vraiment abyssal entre une réalité chiffrée et je dis toujours certaines élites. C'est souvent des élites autoproclamées parce qu'il nous faut des élites dans notre pays. On va y revenir. On dira un mot sur le Louvre. L'enquête avance. Les jours passent et l'enquête avance. Et les malfrats sont très loin. Et les responsables sont toujours en place. À tout de suite.